La vérité peut être inconfortable, mais elle est essentielle. Dans un monde où la nature suit ses propres règles, deux histoires révèlent que même les rois de la savane doivent affronter des défis qui redéfinissent l'équilibre de la vie. Préparez-vous à une réflexion brute et réaliste sur la survie, le pouvoir et les leçons que la nature nous enseigne. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la lutte pour la survie dans la nature. Pensez-vous que ces récits peuvent nous apprendre quelque chose sur notre propre vie? Et si ce contenu vous inspire, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires captivantes. Le soleil de l'aube, un disque de feu orangé, caressait les sommets rocailleux et les vastes vallées de la savane. Mais ce jour-là, la lumière n'apportait pas la chaleur habituelle. Elle révélait les cicatrices d'une terre autrefois florissante, désormais marquée par la famine et l'absence de gibier. C'était le royaume de Mufasa, un lion dont le nom, autrefois synonyme de force et de majesté, résonnait maintenant comme un murmure de désespoir. Son regard ambré, perçant et autrefois rempli de fierté, portait le poids de la responsabilité pour une meute affamée et désorientée. Sa compagne, Sarabi, était le cœur de la meute. Elle portait la sagesse des générations passées dans ses yeux doux, mais son corps émacié témoignait de la misère. Elle veillait sur ses deux petits, des jumeaux nommés Léo et Zola. Léo était audacieux et impétueux, ses yeux reflétant l'impatience de grandir et de chasser, tandis que Zola, plus réservé, observait le monde avec une profonde introspection, cherchant des solutions au-delà de la simple force. Le déclin de leur territoire avait commencé il y a plusieurs mois, non pas à cause d'un rival lion, mais à cause du nombre colossal qui avait descendu des montagnes, un ours brun géant nommé Kodiak. Il n'était pas un prédateur typique de la savane, mais la sécheresse qui avait poussé les animaux des plaines vers les sommets avait aussi poussé cette bête solitaire et imposante vers les vallées. Kodiak était un titan de muscles et de fureur. Son rugissement faisait trembler le sol et il se déplaçait avec une force brute, détruisant tout sur son passage. Il ne chassait pas pour survivre, mais pour affirmer sa domination, comme si la nature elle-même devait s'incliner devant sa force. Le moment de vérité arriva un après-midi suffocant. Un jeune zèbre, trop faible pour suivre son troupeau, s'était égaré près du territoire des lions. C'était une proie inespérée pour la meute affamée. Mufasa, Sarabi et quelques lionnes se préparaient pour l'attaque, leur corps tremblant d'anticipation. Mais soudain, un craquement de branches retentit, suivi d'un rugissement grave et profond qui ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient jamais entendu. Kodiak émergea de l'ombre, son immense silhouette projetant une longue et sombre ombre sur le sol. En un instant, il abattit ses pattes sur le zèbre, brisant la vie de l'animal sans effort. C'était un acte de brutalité simple, mais Mufasa sentit plus qu'une simple faim dans son cœur. Il sentit l'humiliation et l'impuissance. Ce moment, ce vol de leur unique espoir, a marqué le début d'une guerre non seulement pour la nourriture, mais pour l'âme de leur royaume. Le vol du zèbre par Kodiak n'était que le début. L'ombre de l'ours géant planait désormais sur chaque coin du royaume. Les jours s'écoulaient, lourds et silencieux, brisés seulement par les gémissements de faim des plus jeunes de la meute. Le courage de Mufasa était mis à rude épreuve. Il menait des chasses plus longues et plus périlleuses, s'aventurant dans des territoires arides où le gibier était rare. Mais partout, il trouvait les traces de Kodiak. Des arbres brisés, des carcasses à moitié dévorées, des rochers marqués de ses griffes. L'ours n'était pas seulement un concurrent, il était une force de destruction, un symbole de l'impuissance de la meute face à une menace qu'elle ne pouvait pas comprendre. La tension montait au sein du groupe. Les lionnes, affaiblies, commençaient à douter du leadership de Mufasa. Elles n'avaient jamais connu une telle adversité. Sarabi, quant à elle, était un pilier de force tranquille. Elle prenait sur elle la charge émotionnelle de la meute, réconfortant les mères qui avaient peur pour leurs petits et apaisant les esprits. Elle passait de longs moments avec Zola, la petite lionne curieuse qui absorbait chaque mot de sa mère comme une éponge.
Zola posait des questions que personne n'osait poser. Pourquoi est-il si fort, mère? Y a-t-il une autre façon de vivre? Ces questions n'avaient pas de réponse facile, mais elles renforçaient le lien entre la mère et la fille. Un lien basé non sur la force physique, mais sur la résilience de l'esprit. Pendant ce temps, Léo, le jumeau de Zola, se débattait avec ses propres démons. Il voyait la détresse de son père et l'injustice de leur situation. Son cœur de lionceau brûlait d'un désir de vengeance, d'une soif de prouver sa valeur. Il s'entraînait en secret, simulant des combats contre des arbres et des rochers, ses muscles encore maigres, tremblant d'un effort futile. Un jour, il s'est éloigné trop loin, attiré par l'odeur d'une carcasse fraîche. C'était un piège. Il se retrouva face à face avec un jeune ours, plus petit que Kodiak, mais tout aussi brutal. Le combat fut bref et brutal. Léo, malgré son courage, fut rapidement maîtrisé et blessé. Juste au moment où il pensait que c'était la fin, Mufasa, qui avait senti le danger, arriva en trombe, son rugissement de rage résonnant dans la vallée. Il repoussa l'ours avec une férocité qui surprit même Sarabi, mais l'acte de sauvetage coûta cher. Mufasa reçut une profonde entaille à l'épaule, une blessure qui le laisserait affaibli pour les jours à venir. Cet incident fut un tournant. L'humiliation ressentie par Mufasa le consumait. Il se rendit compte que la force brute ne suffisait plus. Son regard croisa celui de Zola, qui l'observait avec une tristesse profonde. Il y lisait non seulement de la peur, mais une compréhension silencieuse de sa douleur. C'était la première fois qu'il voyait en elle plus que sa fille. Il voyait un esprit qui pourrait trouver une solution où sa force échouait. Zola, de son côté, vit son père, le grand Mufasa, blessé et vulnérable. Son cœur se serra et elle jura de trouver un moyen de les sauver. Sarabi, en soignant la blessure de Mufasa, lui parla avec une sagesse qui ne lui avait jamais été aussi claire. « La force du corps ne dure pas éternellement, Mufasa, » lui dit-elle. « Mais la force de l'esprit peut déplacer des montagnes. » Elle lui rappela les histoires de leurs ancêtres, qui avaient survécu à des hivers rigoureux et à des sécheresses extrêmes en s'adaptant, en collaborant avec d'autres animaux, en utilisant leur intelligence. Le lendemain, Léo, toujours convalescent, alla s'asseoir près de sa sœur. Il se sentait honteux de son échec. « Je ne suis pas assez fort », murmura-t-il, la voix brisée. Zola le regarda avec compassion. « La force ne se mesure pas seulement par la taille des muscles, Léo, » lui répondit-elle. « Elle se mesure par la capacité de trouver une issue quand il n'y en a pas. » Elle lui raconta comment elle avait observé Kodiak, notant ses habitudes, les chemins qu'il empruntait, les moments où il se reposait. Elle avait remarqué qu'il ne s'éloignait jamais des montagnes, comme s'il avait peur de l'inconnu de la savane. Ce n'était qu'une petite observation, mais c'était la première lueur d'espoir. Les lionceaux, avec leurs approches si différentes, commencèrent à former une alliance tacite. L'audace de Léo combinée à l'intelligence de Zola créait une nouvelle dynamique dans la meute. Ils se mirent à explorer ensemble, Zola observant, Léo s'entraînant avec plus de prudence. C'était la genèse d'une nouvelle ère pour la meute, où le pouvoir ne serait plus une question de force brute, mais d'unité et de stratégie. La peur n'avait pas disparu, mais elle avait été remplacée par une détermination farouche. La promesse d'une connexion profonde qui pourrait les mener à la victoire ou à la fin. Le choc avec Kodiak était inévitable, mais pour la première fois, la meute ne se préparait pas à fuir, mais à se battre, non pas pour l'honneur, mais pour leur survie. La blessure de Mufasa ne fut pas seulement une cicatrice sur son épaule, mais une marque de changement dans son âme. Chaque mouvement douloureux lui rappelait l'échec de sa force brute face à l'énorme Kodiak. Allongé à l'ombre d'un baobab, il observait Zola et Léo. La petite lionne, avec son regard de chercheuse, étudiait le vent, la direction des oiseaux, les traces à peine visibles des sabots sur le sol dur. Léo, lui, se tenait à ses côtés, pas pour la dominer, mais pour la protéger, ses yeux vifs scrutant l'horizon. C'était un tableau qu'il n'aurait jamais imaginé, la force brute de son fils,
au service de l'intelligence de sa fille. Mufasa comprit que sa véritable force ne résidait pas dans ses muscles, mais dans la capacité à s'adapter et à apprendre de sa progéniture. Il commença à les écouter, à poser des questions, une première pour le roi qui avait toujours connu la réponse. Ce fut le début de la transformation, une renaissance d'un leadership basé sur l'humilité et la sagesse. Sarabi, observant le changement chez son compagnon, se sentit remplie d'espoir. Elle avait toujours cru que le courage ne se mesurait pas seulement au combat. Elle se rapprocha de Mufasa et, avec douceur, lui parla des secrets de la savane qu'elle avait appris de sa propre mère. Elle lui raconta comment les hyènes, bien que plus petites, s'unissaient pour faire tomber des proies bien plus grandes qu'elles. Elle lui expliqua que les éléphants, bien que puissants, utilisaient leur mémoire et leur organisation pour survivre. Mufasa comprit que sa meute était plus qu'un groupe de chasseurs. Elle était une entité, un esprit collectif dont il n'était qu'une partie. Il commença à réunir les lionnes, non pour donner des ordres, mais pour partager les observations de Zola. La dynamique changea. Les lionnes, se sentant valorisées, retrouvèrent leur ardeur, une étincelle d'espoir dans leurs yeux fatigués. Zola, de son côté, avait découvert quelque chose de crucial. En observant les habitudes de Kodiak, elle remarqua qu'il se nourrissait de racines et de baies en plus de la viande, une habitude que les lions ne connaissaient pas. Elle remarqua aussi qu'il évitait les zones marécageuses, comme si l'eau était une entrave pour lui. Elle réalisa qu'il n'était pas invincible, qu'il avait des faiblesses. Elle partagea ces informations avec Léo, qui, au lieu de foncer tête baissée, commença à élaborer un plan. Il visualisait chaque mouvement, chaque attaque, non plus comme un affrontement de force, mais comme une danse de stratégie. Il se mit à s'entraîner à manœuvrer sur un sol instable, à contourner les obstacles, à utiliser le terrain à son avantage. Son impétuosité juvénile s'était transformée en une détermination calculée. La collaboration entre les jumeaux devint la force motrice de la meute. Zola, avec son esprit, cartographiait les chemins les plus sûrs et les terrains les plus propices à un combat. Léo, avec son courage, entraînait les autres jeunes lions et les lionnes les plus agiles, leur apprenant à utiliser leur vitesse et leur agilité. C'était un spectacle qui aurait semblé ridicule à une autre époque. Le roi de la savane, apprenant de ses enfants, la meute entière se pliant à la sagesse d'une petite lionne. Un jour, Zola découvrit un endroit que Kodiak avait constamment évité. Une petite gorge étroite avec un sol marécageux et des rochers glissants. Elle présenta son plan à son père. Il s'agissait de l'attirer dans cette gorge, de l'empêcher d'utiliser sa force pour les écraser et de l'isoler de tout terrain avantageux. Mufasa écouta avec une attention totale. Il n'y avait pas de fierté dans son regard, seulement la reconnaissance et la confiance. Sarabi, les yeux brillants, acquiesça. « C'est un plan digne de nous », dit-elle. Le symbolisme de la scène était puissant. Le grand roi, dont le nom était synonyme de pouvoir, s'inclinait devant la sagesse d'une enfant. La hiérarchie de la savane était réécrite ce jour-là. Le pouvoir ne venait plus du haut, mais du cœur et de l'esprit de la meute. Mufasa comprit que son héritage ne serait pas seulement de force, mais de résilience, de sagesse et d'unité. La meute se préparait pour le combat final, non pas comme une armée désespérée, mais comme une famille unie, prête à affronter son destin. Leur victoire, quelle qu'elle soit, serait un témoignage de l'esprit indomptable de la savane, un rappel que même dans la brutalité de la nature, la véritable force réside dans la connexion et l'apprentissage. L'aube du jour du jugement se leva, non pas avec un soleil ardent, mais sous un ciel lourd, chargé de nuages gris. Un silence pesant planait sur la savane, comme si le monde entier retenait son souffle. La meute de Mufasa était rassemblée près de la gorge marécageuse, l'endroit choisi par Zola. Le plan était simple en théorie, mais d'une complexité dangereuse dans son exécution. Zola et Léo, à la tête de petits groupes de lionnes,
devait attirer Kodiak dans la gorge étroite, tandis que Mufasa et Sarabi, avec les lionnes les plus expérimentées, attendraient à la sortie, prêtes à l'encercler. Léo, avec une lionne nommée Nala, fut le premier à se mettre en action. Il s'éloigna du groupe, son cœur battant à la fois de peur et d'excitation. Nala, ses yeux reflétant une détermination farouche, se tenait à ses côtés. Ils laissèrent une trace de proie fraîchement tuée à l'entrée de la gorge, un appât pour l'énorme bête. Bientôt, le rugissement familier de Kodiak retentit, un son qui faisait frissonner la terre. L'ours sentit l'odeur du sang, et avec une fureur bestiale, se précipita vers la gorge. Le sol marécageux et glissant que Kodiak avait toujours évité devint son piège. Ses pas lourds le firent s'enfoncer plus profondément à chaque mouvement, sa vitesse réduite. Les rochers glissants l'empêchaient de trouver une prise ferme. C'était la vulnérabilité que Zola avait prévue. Les lionceaux et leur groupe de lionnes tournoyaient autour de lui, leurs grognements et leurs feintes le désorientant. Kodiak, habitué à la force brute, était confus par cette nouvelle tactique. Il se déchaînait, ses pattes énormes s'abattant sur l'eau boueuse, mais il ne parvenait pas à les atteindre. Pendant ce temps, de l'autre côté de la gorge, Mufasa et Sarabi attendaient, leur tension palpable. Mufasa regarda sa compagne, ses yeux cherchant un réconfort silencieux. Sarabi lui rendit son regard, un mélange d'amour et de peur, et lui murmura « Ils sont forts, nous aussi ». Son soutien fut le dernier morceau d'armure dont il avait besoin. Le plan atteignit son point critique. Mufasa et son groupe apparurent, encerclant la sortie de la gorge. Kodiak, réalisant qu'il était pris au piège, devint fou de rage. Son rugissement devint un hurlement de fureur primale et il chargea, se dirigeant droit sur Mufasa. L'impact fut une collision de titans, un son de chair et d'os qui fit frémir la terre. Mufasa, affaibli par sa blessure précédente, fut jeté en arrière. Il se releva, titubant, mais ne recula pas. C'est là que la véritable force de la meute se manifesta. Léo, avec une audace qui venait de la pure détermination, s'élança, mordant l'arrière de la patte de Kodiak. Nala et son groupe mordirent et griffèrent de l'autre côté. Kodiak hurla de douleur, sa fureur se mêlant à la confusion. Sarabi, avec une ruse que l'ours ne pouvait pas anticiper, et les autres lionnes lancèrent une attaque coordonnée sur ses flancs. La bête, prise de toutes parts, ne pouvait pas riposter. Sa force brute, sa seule arme, était inutile dans ce combat de vitesse, d'agilité et d'intelligence. L'affrontement atteignit son apogée. Kodiak, épuisé et blessé, ne pouvait plus se battre. Il rugissait de rage, mais ses cris n'étaient plus ceux d'un dominateur, mais d'une bête vaincue. Mufasa, qui avait retrouvé son souffle, se tint devant lui, non pas pour l'achever, mais pour le regarder dans les yeux. Il y lisait non pas de la haine, mais une sorte de pitié. Le combat n'était pas pour la vengeance, mais pour la survie. L'ours, comprenant sa défaite, se détourna, une bête brisée, et se retira dans les montagnes. L'air était rempli du silence assourdissant de la victoire. Les lionnes, blessées mais vivantes, se rassemblèrent autour de Mufasa. Il regarda ses enfants, leur corps marqué, mais leurs yeux remplis de l'éclat de la victoire. Ce n'était pas la force d'un seul lion qui avait gagné ce combat, mais l'unité et la sagesse de toute une meute. La hiérarchie avait été renversée, non par la force, mais par l'intelligence, et un nouvel héritage était né. Un héritage qui reposait non pas sur la domination, mais sur la connexion et le courage. Le silence qui suivit le retrait de Kodiak n'était pas un simple silence, mais un murmure de soulagement qui se propagea comme une vague sur la savane. Les lionnes, éparpillées et épuisées, ne poussaient pas de rugissements de victoire, mais des gémissements de gratitude. Leur corps était marqué par la boue et le sang, mais leurs yeux brillaient d'une nouvelle lueur, celle de l'espoir. Elles se rassemblèrent autour de Mufasa, qui se tenait debout, une silhouette majestueuse, mais non plus invulnérable. Son regard n'était pas celui d'un conquérant, mais celui d'un père et d'un protecteur. Il n'avait pas vaincu Kodiak par la force, mais par l'esprit de sa meute.
Sarabi s'approcha de lui et frotta sa tête contre son flanc, un geste qui signifiait bien plus que l'amour. C'était la reconnaissance d'un nouveau roi, d'un leader qui avait appris à écouter plutôt qu'à ordonner. Mufasa regarda Léo, qui se tenait à l'écart, le regard rempli d'une profonde admiration pour son père. Son impatience avait été remplacée par une humilité nouvelle, le fruit de la sagesse. Il avait compris que le courage n'est pas de se jeter aveuglément dans la mêlée, mais de faire preuve de ruse et de coordination. La cicatrice sur sa patte, souvenir de son erreur, n'était plus une marque de honte, mais un rappel constant de la leçon qu'il avait apprise. Mais l'impact le plus profond était visible chez Zola. La petite lionne, autrefois timide, était le cœur de la victoire. Elle avait sauvé son royaume, non pas avec des griffes, mais avec son intelligence. Son statut au sein de la meute avait changé pour toujours. Elle était désormais une conseillère, une visionnaire, celle vers qui la meute se tournerait pour trouver des solutions. Son regard calme et profond, autrefois un signe de sa réserve, était maintenant le reflet de sa force intérieure. Elle s'approcha de Mufasa et pour la première fois, il baissa la tête pour frotter son front contre le sien, un geste qui signifiait qu'il la reconnaissait non seulement comme sa fille, mais comme son égale en sagesse. Le retour de la meute à la tanière fut un voyage de renaissance. À mesure qu'ils avançaient, ils voyaient les premiers signes de retour de la vie. Les antilopes et les zèbres, qui avaient fui la violence de Kodiak, revenaient prudemment sur les plaines. La terre, nourrie par les récentes pluies, commençait à reverdir et l'eau, autrefois rare, remplissait à nouveau les ruisseaux. Le royaume de Mufasa avait été purifié par le conflit. L'ère de la domination par la force brute était révolue. Un nouvel ordre, basé sur l'harmonie et le respect mutuel, avait commencé. Les années passèrent et la légende de la meute de Mufasa se répandit à travers la savane. Elle n'était pas une histoire de guerre, mais un conte d'unité. Le nom de Mufasa était désormais associé non seulement à la force, mais à la sagesse et à la compassion. Léo devint un grand guerrier, mais un guerrier réfléchi, qui utilisait sa force pour protéger et non pour dominer. Zola devint la gardienne de l'histoire de la meute, transmettant les leçons de cette bataille aux générations futures. Leur victoire finale était plus que le simple fait d'avoir vaincu une bête redoutable. C'était un témoignage du fait que les vraies batailles ne sont pas seulement contre des ennemis extérieurs, mais contre nos propres limites, notre orgueil et notre peur. La nature, dans sa brutalité, leur avait enseigné la leçon la plus importante de toutes. La survie n'est pas une question de qui est le plus fort, mais de qui est le plus intelligent, le plus unifié et le plus résilient. Le trio Mufasa, Léo et Zola n'était pas seulement un trio de lions, mais le cœur d'un royaume qui avait trouvé son véritable pouvoir dans la connexion, l'apprentissage et l'amour. Leur héritage n'était pas une simple victoire, mais une philosophie de vie qui continuerait de résonner, un rugissement silencieux d'espoir pour tous ceux qui croyaient en la force de l'esprit. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi en tirer des leçons. Et dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus marqué et pourquoi. Votre soutien, en vous abonnant et en interagissant, aide à faire vivre ces récits et à les partager avec d'autres passionnés de la nature et de la vie.